Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2025 sur cette chaîne, et je pense même que ce sera la première vidéo sur toutes mes chaînes. Donc je vous souhaite une excellente année 2025, j'espère qu'elle se passera pour le mieux de votre côté. Nous, de notre côté, avec mon frère, on a prévu de vous proposer pas mal de contenu sur toutes les chaînes sur Gibzy, voilà, avec peut-être en plus des nouvelles chaînes qui vont arriver. Le but, ça va être de proposer un maximum de contenu, un maximum de divertissement pour vous. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Et en fait, je dois vous dire quelque chose, faut savoir que la chaîne Fourre-Tout à la base, c'est juste une chaîne où je discute avec vous. Sauf que, au fur et à mesure du temps, ce qui est complètement logique, j'ai commencé à développer une toute petite pression au niveau des chiffres, au niveau des vues, etc. En même temps, c'est logique parce que c'est ce que YouTube nous pousse à avoir. Entre guillemets, cette peur du chiffre pour nous pousser à être constamment performant. Sauf que, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie sur cette chaîne Fourre-Tout de stresser autant que je peux stresser sur ma chaîne principale, autant que maintenant je peux stresser sur ma chaîne secondaire. Le seul but, en fait, c'est de me faire kiffer en vous proposant des contenus qui moi m'intéressent et qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc du coup j'ai décidé de repartir en 2025 du bon pied sur cette chaîne en stressant le moins possible et juste en vous proposant un contenu quand j'ai envie de vous le partager. Et justement, quoi de mieux pour commencer cette année que de vous parler de la personne qui m'a, on peut le dire, gâché la vie pendant plus de 18 ans. Voilà. C'est un sujet qui va pas forcément être très jovial. Enfin bref, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, laissez-moi vous raconter l'histoire. Alors pour celles et ceux qui me connaissent pas depuis longtemps, faut savoir que mes deux parents sont décédés. Mon père est décédé quand j'avais 18-19 ans, il est mort d'une crise cardiaque, et ma mère quand j'avais 10 ans. Elle est morte des suites de 4 cancers. En gros, elle avait eu le cancer du sein, qui s'est malheureusement généralisé, qui s'est propagé, et qui a fini avec le cancer des os. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cancer des os, c'est très simple. En fait, tout ton corps se paralyse complètement. Et pour ma mère, ça a été progressif, c'est-à-dire qu'au début, ça a été le cou, après ça a été le bras droit, le bras gauche, jusqu'au moment où il y a eu les jambes, ce qui fait qu'elle a dû être directement internée à l'hôpital, et s'en est suivi une paralysie totale. Elle pouvait encore parler, mais elle ne pouvait plus du tout bouger ses membres. Et quant à ce cancer-là, il y a deux possibilités. Soit tu décèdes, soit tu restes paralysé à vie dans un fauteuil roulant. Et malheureusement pour ma maman, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà pas mal de mois que les médecins savaient qu'elle allait décéder, puisqu'elle a été mise directement en soins palliatifs. Et souvent, quand tu es en soins palliatifs, c'est pas du tout positif, bien au contraire. Mais vous en doutez, quand vous avez autant de cancers, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des moments où des cancers peuvent tuer une personne très rapidement, ça peut durer une semaine, 2 semaines, un mois. Pour ma mère, ça a été 1 an et demi entre le cancer du sein et le moment où elle est décédée. Ce qui fait que j'étais en CM2 quand j'ai appris qu'elle avait le cancer du sein, et ma mère est décédée quand j'étais en 6e. Et donc, durant cette période-là, j'ai beaucoup pleuré en fait. C'est normal parce que ça fait peur, surtout que j'étais quand même relativement jeune, mais que tu sois jeune ou âgé, en fait, un cancer, ça fait peur. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me fait pas rire, mais que je trouve un peu particulier, c'est que quand ma mère a annoncé à ses proches qu'elle avait le cancer du sein, alors pas à la famille, mais plutôt à ses amis lui disaient, ça va, c'est le cancer du sein, ça soigne assez bien. Et c'est vrai, en soi, le cancer du sein se soigne assez bien. Le truc, c'est que ce que ne comprennent pas les gens, c'est qu'il peut se généraliser. Et s'il généralise, tu décèdes quand même. Tu décèdes pas forcément du cancer du sein, mais ça a été le déclencheur. Et avec le temps, en fait, tu te rends juste compte que les gens qui disent ça, souvent, c'est surtout pour essayer de se rassurer eux-mêmes, parce qu'ils ont eux-mêmes peur d'avoir un cancer. Et je peux parfaitement comprendre, parce que pour moi, le cancer, c'est l'une des choses qui me terrifie le plus. Mais du coup, pendant qu'elle a eu ces cancers-là, j'ai beaucoup pleuré, parce que je me sentais mal, parce qu'au début, j'avais de l'espoir. Et plus le temps passe et moins t'en as. Tu vois aussi, du coup, ta maman qui est complètement démunie, qui est de plus en plus fatiguée, notamment à cause des chimiothérapies. Mais tu tiens bon, parce que la famille est positive, on est tous derrière elle. Et même si tu pleures, t'arrives quand même à garder espoir. Et on arrive à un jour où je suis en 6e, à ce moment-là, on est en mai. Je suis en sport, puisque je finissais la journée à ce moment-là avec 2 heures de sport. Et il y a un surveillant qui arrive et qui m'appelle. Il me dit, voilà, Romain, il y a ta tante qui t'attend et tout, avec tes cousins et tes frères et sœurs. Il faut que tu y ailles. Donc moi j'y vais, donc je vois tout le monde et tout, on est dans la voiture, tout va très bien. On va du côté de Lagny, c'était là où il y avait l'hôpital. J'y allais environ 2 à 3 fois par semaine, et mon père lui pour le coup y allait tous les jours. Et donc tout va très bien, on fait des blagues, on déconne et tout machin. On arrive à l'hôpital, on voit ma mère, donc qui est sur son lit d'hôpital, qui ne peut pas bouger. On lui dit bonjour, etc. Bon, comme d'habitude, la petite routine quand j'allais à l'hôpital. On descend tous directement au hall, et là mon père arrive et nous fait une annonce. Il nous dit, voilà, en fait c'est la dernière fois que vous verrez votre maman. Tout simplement, quoi. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la pire chose que j'ai eu à vivre. Savoir que c'est la dernière fois que j'allais voir ma mère, faire ses adieux, en fait, c'est très clairement, tu lui dis adieu. C'est quelque chose que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. C'est une souffrance que je souhaite à absolument personne. Je ne sais pas si certains qui regardent cette vidéo l'ont vécu, mais c'est une chose qui est extrêmement douloureuse.
hein. Voilà, j'ai pas les mots pour vous exprimer réellement ce qu'on ressent à ce moment-là, mais en tout cas, c'est énormément d'émotions différentes qui sont horribles à vivre. Et en fait, la raison, elle était simple. Ma mère souffrait beaucoup, malgré le fait qu'elle était entièrement paralysée. Bah forcément, dans le corps, ça réagit beaucoup, et donc elle avait extrêmement mal. Et pour pouvoir directement éviter qu'elle souffre, et surtout pour qu'elle puisse décéder sans souffrir, puisque les médecins savaient, ainsi que mon père, qu'elle allait décéder, eh bien, elle prenait de la morphine. Et pour le coup, les doses de morphine étaient vraiment très grosses. Et je sais pas si certains d'entre vous l'ont pris, ceux qui se sont déjà cassés un membre ou autre savent de quoi je veux parler, mais la morphine te fait énormément planer en fait. C'est littéralement de la drogue, donc du coup, tu es dans un état qui est second. Alors, c'est très agréable à prendre hein, quand c'est la première fois que tu es là en mode waouh, la vache, le truc de ouf, tu vois. Tu vis ça pour la première fois, c'est assez impressionnant. Mais le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, tu es dans un état qui est second, tu es complètement dans les vapes. Et nous, quand on allait voir ma mère ne voulait pas en fait être dans un état second parce qu'elle voulait profiter un maximum qu'on soit là pour profiter des derniers instants en fait. Sauf que du coup elle souffrait le martyre. Elle avait extrêmement mal parce qu'elle voulait en contrepartie être là pour nous. Et mon père, en voyant ça, il s'est dit, je pense qu'il est temps. On sait de toute façon que c'est terminé. Maintenant, il faut juste qu'elle arrête de souffrir. Et c'est pourquoi on l'a vue une dernière fois, pour qu'ensuite elle puisse être constamment sous morphine et qu'elle puisse arrêter de souffrir et partir. Donc, je vous passe les détails du moment où on a dit au revoir à ma mère, hein, parce que ça, c'est quelque chose que je garde profondément au fond de mon cœur. Mais ça a été extrêmement difficile, que ce soit ce jour-là, où forcément tu pleures énormément, mais les jours d'après aussi, parce que du coup, t'attends en fait. T'attends juste que ta maman décède et qu'on te l'annonce. Et c'est dans la nuit du 18 au 19 mai, sur les coups de minuit 45, que l'hôpital appelle mon père pour lui dire que c'est terminé et que ma mère est décédée. Mon père ainsi que mes oncles et tantes vont à l'hôpital, et moi à ce moment-là, je suis en train de dormir. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a réveillé durant la nuit et on m'a annoncé la nouvelle. Et à ce moment, en termes de sensations, j'ai ressenti surtout une sorte de libération. Alors, pas forcément pour moi, mais plus pour ma mère, parce que forcément, tu sais qu'elle souffre énormément et tu te dis, en fait, c'était inévitable et c'est mieux pour elle maintenant. On sait maintenant qu'elle ne souffre plus, donc il y a une sorte de libération qui est totalement logique. Hein. Sachez que si vous ressentez cette émotion-là, il n'y a pas à culpabiliser, c'est totalement normal. Surtout que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Si vous ressentez ça, c'est pour une bonne raison. Et en fait, du coup, donc, je vais au salon et là, je vois mes cousins, cousines ainsi que mes frères et sœurs. Il faut savoir qu'au moment où on m'a appris le décès, durant cette journée-là, j'ai pas pleuré. En fait, j'ai tellement pleuré avant, ça a été tellement dur comme épreuve personnellement, qu'au moment où c'est arrivé, il y a eu un relâchement et tu te sens un tout petit peu plus apaisé en fait. Parce que mine de rien, ça a duré 1 an et demi de pleurs, le moment où tu perds espoir. Et surtout, il faut aussi pas oublier qu'à ce moment-là, tu es aussi dans un état second parce que tu vas traverser les 5 étapes du deuil et dedans, il y a aussi le déni. C'est-à-dire que ton cerveau n'accepte pas la mort de quelqu'un et part du principe que sa mort n'est pas réelle. Et dites-vous que même au moment où il y avait mes cousins et cousines, à la base on devait les voir dans la journée, la question que j'ai posée c'est mais du coup est-ce qu'on va chez vous cet après-midi, etc. Donc vraiment j'étais dans un état qui était complètement différent. Et c'est là qu'on va arrêter l'histoire pour le moment. On la reprendra un tout petit peu après parce que j'ai autre chose à vous expliquer. Il y a quelque chose que je détestais durant une grosse période de ma vie, entre le moment où ma mère est décédée et le moment où j'avais environ 28 ans, donc 2021. Je détestais recevoir des cadeaux. Voilà. Ça peut paraître con, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent recevoir des cadeaux, c'est totalement normal, mais moi je détestais ça. Je détestais pas le cadeau en lui-même parce que la majorité des gens qui m'offraient des cadeaux, peu importe que j'apprécie ou non, je pars du principe que le geste il est vraiment louable et il est gentil et donc du coup moi tous les cadeaux me vont complètement. C'est juste que j'avais peur de mal réagir. J'avais peur de pas réagir assez positivement quand je voyais le cadeau. Donc je pensais en fait avant même de recevoir le cadeau à savoir comment j'allais réagir quoi qu'il arrive pour montrer que j'étais heureux à la personne qui m'offrait le cadeau, que moi-même j'étais heureux de le recevoir. Ce qui fait que du coup en gros pour vous expliquer, je ressentais des émotions. Mais j'étais incapable de les exprimer correctement. J'avais un blocage en fait au milieu qui fait que l'émotion je voulais la projeter, la sortir de mon corps, mais ça ne voulait pas. Et pour pouvoir la sortir, il fallait que je fake cette expression-là que je ressentais réellement. Alors, c'est très particulier, mais en gros, je suis très content de recevoir un cadeau, mais à l'intérieur de moi, d'un coup, il y a quelque chose qui contre et qui me fait ressentir aucune émotion, qui me bloque en fait cette émotion, et donc je suis obligé de l'exprimer via des sourires et via des « ah, merci », etc., pour montrer à la personne que l'émotion que je ressens vraiment à l'intérieur de moi, elle est bien réelle en fait, c'est très dur à expliquer, je pense que certains m'ont compris, mais en gros, j'avais cette impression durant une énorme période de ma vie que je ressentais pas vraiment d'émotion,
que je fakais en fait tout ça, que le bonheur, le fait d'être content d'être là, le fait d'être triste aussi, eh ben je mentais là-dessus en fait. Je voulais montrer aux gens des fois que j'étais triste, je voulais montrer aux gens des fois que j'étais heureux, mais en prenant conscience qu'il fallait que je montre bien l'émotion comme il faut. Et en fait, ça m'a pourri la vie. Voilà, ça fait partie des choses qui m'ont pourri la vie parce que je suis quelqu'un qui a toujours ressenti beaucoup d'émotions. J'ai toujours été comme ça et pendant littéralement plus de 18 ans, ça a été impossible pour moi de faire ressortir ces émotions. Alors j'étais capable de les montrer, mais j'étais incapable de les ressortir. Du coup, ça restait au fond de moi. Et toutes ces émotions-là, en fait, à la fin, ça finit par exploser, ce qui est complètement normal, parce que le but des émotions, c'est de les sortir. Quand on dit qu'il est important de pleurer quand tu as envie de pleurer, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut extérioriser ces émotions. Moi, je les extériorisais dans les écrits, etc., dans tout ce qui était la musique, tout ça. Mais durant la période, par exemple, où j'ai pas fait de musique, ça a été très dur personnellement. Et surtout, t'as toujours cette impression d'être un peu genre sociopathe, vous savez, ou psychopathe, en mode, en fait, si ça se trouve, je ressens aucune émotion. En fait, c'est ma vie aujourd'hui. Il faut que je fasse avec, en fait. Et ça, c'est une sensation qui est très difficile pour moi, surtout que dans ma famille, on est très porté émotion. Et là, j'étais dans une phase où je mentais. J'avais cette impression de mentir, en fait, aux gens que j'avais en face de moi, que ce soit ma famille ou mes amis, alors que je ressentais vraiment des émotions. Et ça, j'ai vécu ça pendant 18 ans de ma vie. Alors, il y a un moment où ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté quand ça s'est arrêté au moment où on est en 2021 et j'allais vraiment pas bien. Et ce qui était à la base des fois des petites idées noires que j'ai pu avoir durant une grosse période de ma vie, hein, même ça peut arriver de temps en temps, vous savez que vous avez des petites idées noires et tout, là c'était beaucoup plus omniprésent en fait. Dans mon quotidien, j'y pensais de plus en plus. Et un jour, je décide d'aller voir un psychologue. Voilà. Alors, certains ne sont jamais allés voir un psychologue et certains y sont allés et ont eu une mauvaise expérience. Moi, j'ai eu de la chance parce que je suis allé voir un psychologue qui, je sais pas, m'a directement compris. En fait, c'est aussi dû au fait que j'ai tout sorti d'un coup. J'ai pas forcément de mal à extérioriser mon passé, à parler, etc. de toutes ces choses-là que j'ai vécues, notamment là en vidéo. Par exemple, je suis pas triste de raconter ça. Hein. Et en fait, je lui parle de ce cas de figure où j'ai l'impression de pas réussir à exprimer ce que je ressens, etc. Ça peut paraître anodin, hein, mais vous allez voir, en plus, le pire, c'est que la chute, elle est bateau. Elle est bateau, mais ça a eu une importance dans ma vie qui est, mais même encore aujourd'hui, je me dis, c'est fou. Donc, du coup, je lui raconte ça. Et elle me pose une question. Voilà. Alors, il faut savoir que souvent, les psychologues, ils ne trouvent pas la réponse, en fait. C'est pas forcément, leur but n'est pas forcément de trouver la réponse. Le but, c'est de vous emmener vers une direction qui vous permet, vous, de trouver la réponse. Et je trouve ça très intelligent. En tout cas, ça a été le cas de ma psychologue, c'est ce qu'elle faisait. Pourquoi c'était très intelligent? Parce que j'avais la fierté de trouver par moi-même, en fait. Et même à un moment, on avait discuté de ça et je lui disais, mais en fait, j'ai l'impression que la psychologie, c'est ça. C'est vous poser des questions pour orienter et nous, derrière, on répond nous-mêmes à nos propres questions dont on n'avait pas à la base pensé. Et du coup, on a cette fierté de se dire, waouh, mais en fait, j'ai trouvé ça tout seul. Et elle me dit, en fait, c'est exactement ça. En tout cas, elle, c'était sa manière de fonctionner. Et quand je lui raconte ça, elle me pose juste une question, qui est la suivante. Alors, je le dis avec mes mots parce que ça date maintenant d'il y a pas mal de temps, mais c'était dans ce sens-là. Mais vous n'avez pas l'impression de vous mettre quand même vachement la pression sur quelque chose d'aussi simple que des émotions? Voilà, c'est vraiment... Alors, ça peut paraître con, mais du coup, en réfléchissant, je me suis dit, en effet, c'est des émotions. Les émotions, ça s'extériorise de la manière la plus simple possible. Ça peut être par un sourire, ça peut être par un rire, ça peut être par des pleurs, en fait. C'est très simple. Et je me mets la pression par rapport à des émotions aussi simples, ce qui fait que, avant de recevoir les cadeaux, en mettant cette pression-là, je pense plus à la pression qu'à l'émotion en question, que de me laisser aller, que juste de me détendre. Et donc forcément, les émotions ne peuvent pas sortir, parce que je me mets cette pression-là qui me bloque. En fait, je me prenais la tête sur quelque chose d'aussi simple que des émotions. Et à ce moment-là, ça a débloqué un truc en moi en me disant, mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est quand tu reçois un cadeau, je suis déjà content en fait de le recevoir. Juste dire merci, ça suffit. La personne en face, elle va comprendre que tu es content en fait. Elle va comprendre. Et si elle comprend pas, c'est pas de ta faute. Toi, ce sont tes émotions. Si elle ne comprend pas la manière dont tu extériorises tes émotions, c'est pas ton problème, c'est le sien. Et donc voilà. Ça, vraiment, je vous jure, ça a été juste cette question qui m'a libéré de quelque chose. Et vraiment, je vous jure qu'aujourd'hui, ça me rend ultra heureux parce que je suis capable d'extérioriser. Je pleure devant maintenant des vidéos ou des films. Je pleure des fois dans des situations qui me rendent à la fois joyeux ou même triste. Je rigole, j'exprime mon contentement quand je suis content ou quand je suis heureux, je le montre à ma façon en fait. Et les gens comprennent. Au final, ça n'a rien changé auprès des gens que j'avais en face de moi et ça me va très bien. Maintenant, je me sens libéré d'un poids et surtout, tu gagnes en sérénité, tu te sens beaucoup plus à l'aise en fait avec toi-même. Mais du coup, maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est
inné, c'était chez moi depuis le début, ou non. Et bah en vrai non, parce que quand j'étais petit, je ressentais les émotions, je les partageais et tout, j'avais pas ce problème-là. Ça a été après le décès de ma mère. Ça aurait pu être le décès de ma mère qui avait causé ça. Vous savez, des fois, quand vous avez un décès, vous avez des traumatismes. Des traumatismes qui vous bloquent sur certaines choses. Par exemple, un jour, je vous parlerai peut-être du syndrome de l'imposteur du bonheur. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu, le fait de ne pas mériter d'être heureux. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi le vivent. Ça peut être un sujet à creuser, à vous partager aussi, parce que j'ai réussi à me débloquer ça aussi. Sauf que le problème que j'ai eu là ne vient pas du décès de ma mère. Et c'est pourquoi maintenant, je vais vous continuer directement l'histoire que je vous ai racontée juste avant. Donc, après le décès de ma mère, il y a eu l'enterrement. Alors, faut savoir que c'est une phase très compliquée. Alors, au-delà juste de l'enterrement, ce qui est très compliqué, c'est tout ce qui est avant, puisqu'il y a tout ce qui est cérémonie, choisir le cercueil, etc. Toi, t'y vas, tu vois tout ça. C'est à la fois impressionnant, mais aussi choquant. Mais tout a été mis en ordre pour que la semaine d'après, elle puisse être enterrée. Et on arrive le jour de l'enterrement. On arrive directement avec ma famille, etc. Et là, on voit... Alors, à vue d'œil, je vais dire vraiment à vue d'œil, mais au moins 600 personnes. Et vraiment, je ne mens pas. En fait, la première moitié des gens étaient dans l'église et l'autre moitié était à l'extérieur parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer tellement qu'il y avait de monde. Et je vous avoue, quand tu es là, waouh, c'est impressionnant. En fait, j'ai été extrêmement ému parce que je me dis, c'est fou à quel point une personne a pu laisser une trace chez tous ces gens. Parce que les gens qui viennent à un enterrement, c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose de difficile, c'est dur d'aller à un enterrement. Et là, de voir qu'il y a eu au moins 600 personnes qui y sont allées de leur plein gré, eh ben, c'est à la fois triste parce que c'est un enterrement, mais surtout, c'est un moment où t'es choqué, en fait. T'es choqué dans le sens positif. Et j'étais extrêmement ému à ce moment-là, en fait. J'étais extrêmement ému, comme ma famille, parce qu'on a été vachement surpris. Il faut savoir que même si un enterrement est un moment qui est douloureux, à ce moment-là, je me sentais pas triste, vraiment. Je trouvais ça beau, en fait. Je trouvais ça vraiment beau de voir autant de monde et de me dire, waouh, c'est l'impact que ma mère a eu chez ces gens-là, c'est quand même incroyable. Et donc, l'enterrement se passe, etc. Alors, faut savoir que, comme je vous l'ai dit, je suis à la fois triste, mais surtout également ému. Mais durant l'enterrement, je pleure pas plus que ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup pleuré avant et il y a un moment où, en fait, tu n'y arrives plus, en fait. Et on arrive quelques jours après et, en fait, il me revient aux oreilles. En fait, quelqu'un a posé une question à mon père et la question est la suivante. Excuse-moi, mais ton fils, il est pas triste? Sur à quoi mon père va répondre, bah si, pourquoi? Je sais pas, il pleure pas. 18 ans. Voilà. C'est... La chute est nulle, peut-être pour certains, mais ça m'a bousillé 18 ans de ma vie. Juste cette question. Alors, faut savoir que ça m'est revenu aux oreilles, que c'était pas forcément très malin que ça me soit revenu aux oreilles, mais il faut savoir que durant cette période-là, personne n'est dans son état normal, donc tu ne te rends pas compte en fait que tu vas dire ça à telle personne, etc. Et du coup, moi, ça m'est revenu aux oreilles. J'en veux pas aux personnes qui me l'ont dit, bien entendu. J'en veux surtout à la personne qui a posé cette question à mon père, même si lui aussi peut-être n'était pas dans son état normal. Mais en fait, pour vous expliquer, cette question, quand je l'ai eue, quand ça m'est revenu, je me suis dit, en fait, les gens, ce qu'ils attendent de moi, c'est que j'exprime des émotions que eux peuvent voir pour qu'ils voient que je ressens cette émotion. Et c'est comme ça que j'ai développé, en fait, tout simplement une pression constante au niveau de mes émotions, juste pour ça. Et pourquoi en fait je vous parle de tout ça? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait je suis en train de préparer une bande dessinée et des livres autour du deuil, voilà, autour aussi de mon vécu. Donc en gros la BD parlera du deuil et les livres parleront du vécu que j'ai eu entre le décès de ma mère et le décès de mon père. Alors pour l'instant sans process, c'est-à-dire que ça va pas sortir cette année ou autre, mais juste je réfléchis à tout ça. Et cette histoire elle m'est revenue parce que juste je pensais à l'impact des mots des gens durant cette période-là. Et il y a eu par exemple cette question-là qui a été posée du coup à mon père et qui a eu un impact sur moi. Comme les phrases du type ça va, le cancer du sein ça soigne plutôt pas mal, alors que tu parles à une personne qui est en train d'avoir le cancer du sein. Ou pour terminer, quelqu'un qui avait dit à mon père carrément, alors ça par contre je trouve ça incroyable, mais il lui avait dit ça va, il vous reste encore vos enfants. C'est, je sais pas si vous vous rendez compte, genre tu enterres ta femme et on te sort cette phrase-là. C'est des phrases qui restent toute ta vie en fait à l'intérieur de toi. Et je voulais absolument vous en parler parce que je voulais faire un tout petit peu de prévention en vous disant que des fois, juste aller voir un psychologue ou juste en parler avec quelqu'un, ça peut vous libérer d'un poids. Ça peut vous aider en fait. Il y a des phrases comme ça qui vous ont peut-être traumatisé. Et vraiment, une fois que je me suis libéré de ce poids-là, je me suis rendu compte du plaisir que j'ai commencé à avoir de vivre. Et peut-être qu'il y a des gens d'entre vous là qui sont là, qui ont beaucoup de difficultés à vivre parce qu'ils ont vécu des choses qui font qu'ils ont beaucoup de mal. Des fois, il faut savoir que c'est quelque chose d'aussi insignifiant
qu'une simple question en fait. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette petite histoire. Alors elle n'était pas très positive, mais pour moi elle était importante. Parce que je sais que certains qui regardent mes vidéos, peut-être vous avez des soucis en fait dans votre vie, vous vivez peut-être certains un décès ou autre, et ben sachez en fait que vous n'êtes pas seul. Et sachez qu'il y a des gens qui sont professionnels dans leur domaine qui peuvent vous aider en fait. Et je sais que certains voient la psychologie d'un mauvais œil, que ce soit des personnes qui y sont déjà allées ou des personnes qui n'y sont jamais allées, mais il est normal en fait de parler, de se faire aider par des personnes quand ça ne va pas. Au contraire, il est préférable de le faire plutôt que de laisser couler et de se dire que ça ira mieux plus tard. En fait, non, ça va jamais mieux plus tard. Le meilleur moyen de faire en sorte que ça aille mieux, c'est de pouvoir en parler à quelqu'un qui puisse vous débloquer ces problèmes. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Je sais pas trop si ça va résonner chez les gens, mais je me suis dit, je sais pas, j'ai ressenti un besoin de vous partager cette histoire. J'espère que je vous ai pas rendu trop triste non plus, parce que c'était pas le but. Mon but, c'était avant tout de vous dire que par moment, ça fait du bien de parler. Que ce soit avec des amis, que ce soit avec des proches, mais également des fois avec des professionnels. N'ayez pas honte d'aller voir un psychologue. Si vous sentez le besoin de parler et que vous n'y arrivez pas, un psychologue est là pour ça. Également, sachez que si vous avez eu une mauvaise expérience un jour avec un psychologue, ça ne veut pas dire que tous les psychologues sont pareils. Il faut tester des fois plusieurs psychologues et trouver celui qui vous aidera réellement. Moi, par exemple, j'ai eu de la chance parce que la première psychologue que j'ai eue m'a énormément aidé, mais je sais que c'est pas le cas forcément pour certains. Donc voilà, juste sachez qu'il n'y a aucune honte à se faire aider, c'est totalement normal. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gipsy.